Dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des rapports de force et des intérêts à défendre. Et pourtant, il suffit de tendre l'oreille, d'écouter un débat, de lire quelques commentaires pour comprendre à quel point la majorité résonne encore comme une foule, avec son lot de passion, de colère, d'affection déplacée, de fantasmes d'union ou de vengeance. On parle d'un pays comme on parle d'un ami. On en déteste un autre comme on déteste un ennemi. On projette sur des états des sentiments humains, comme si un drapeau pouvait être un frère ou un ennemi juré. Mais un état n'a pas de cœur. Un état n'a pas de mémoire émotionnelle. Un état agit pour obtenir. Et tout ce qui l'en détourne, tout ce qui brouille sa lucidité, tout ce qui transforme une stratégie en émotion, le conduit à l'échec. Aimer un pays étranger, c'est aussi stupide que le haïr. Dans un cas comme dans l'autre, tu perds la capacité de voir clair. Tu idéalises ou tu diabolises, tu glorifies ou tu condamnes, mais dans tous les cas, tu arrêtes de penser en stratège. Et tu commences à penser comme la plèbe. Et justement, la plèbe, elle, est faite pour ça. Par définition, elle réagit avec son ventre, pas avec sa tête. Elle s'émeut, elle s'enflamme, elle soutient, elle déteste. Elle pleure devant une image, elle tremble devant un slogan, elle s'incline devant ce qui ressemble à une cause juste, ou elle explose devant ce qui ressemble à une trahison. Mais un chef d'État n'est pas un citoyen ordinaire. Un diplomate n'est pas un commentateur de réseau. Et un général ne peut pas penser comme un père de famille ou un homme de la rue. Parce qu'eux ont une mission, une seule. Protéger les intérêts de leur nation. Et pour ça, il faut parfois signer avec des monstres et refuser la main tendue par des anges. Parce que ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est une affaire de survie. Le but de cette vidéo, c'est de remettre les choses à leur place. D'expliquer pourquoi les États qui se laissent dominer par des sentiments, qu'ils soient de vengeance ou de fraternité, finissent toujours par se tirer une balle dans le pied. Et pourquoi, dans toute guerre, la seule chose qui compte, c'est ce qu'on obtient une fois qu'on a gagné. Un État ne ressent rien. Il ne compatit pas, il ne s'indigne pas, il ne pleure pas. Il agit. Et s'il commence à ressentir, s'il commence à aimer, à haïr, à s'attacher ou à s'offusquer, alors il cesse d'être un État stratège. Il devient un animal politique incontrôlable, qui réagit au lieu d'anticiper, qui frappe pour se soulager au lieu de frapper pour obtenir. Un État n'a pas d'amis, pas d'ennemis, pas d'honneur à sauver, pas de pardon à donner. Ce ne sont pas des catégories utiles, ce sont des distractions, ce sont des pièges. Des pièges émotionnels dans lesquels tombent les dirigeants faibles, les gouvernements mal préparés ou les pays qui ont confondu leur intérêt avec leur image. Et ces pièges-là, on les retrouve à chaque guerre, à chaque crise, à chaque rapport de force. Dès qu'un État se sent offensé ou qu'il croit devoir prouver quelque chose au monde, il commence à agir non pas pour obtenir, mais pour exister. Non plus pour négocier, mais pour punir. Il se met à parler comme la rue, à penser comme un peuple blessé, à s'exprimer comme une foule en colère. Il veut faire payer, faire mal, faire honte. Mais faire mal, ce n'est pas gagner. Faire honte, ce n'est pas construire. Et faire peur, ce n'est pas imposer. Un État qui agit sous l'effet d'un sentiment, même s'il est sincère, renonce à sa supériorité stratégique. Parce qu'il descend au même niveau que la plèbe qu'il est censé diriger. Il cesse de penser en termes de coûts, de bénéfices, d'objectifs, de fenêtres d'action. Il commence à penser comme une masse humaine sous adrénaline, comme une foule dans un stade ou sur une place. Et à ce moment-là, il devient dangereux pour lui-même. L'intelligence politique, c'est de savoir pourquoi tu fais la guerre, ce que tu veux en tirer et comment tu comptes y arriver. Pas ce que tu ressens, pas ce que l'opinion publique attend, pas ce que la rue hurle, mais ce que tu veux obtenir concrètement à la fin du conflit. Si tu sais ça, alors chaque coup porté sert un objectif. Chaque opération prépare une négociation. Chaque action isole ton adversaire ou renforce ta position. Mais si tu ne sais pas ça, si tu es juste là pour montrer ta force, défendre ton honneur ou punir ton ennemi, alors tu ne fais plus de la guerre. Tu fais du théâtre. Et le théâtre, en géopolitique, finit souvent en cercueil. Faire la guerre n'a jamais été un objectif, c'est un moyen, un prolongement brutal de la politique, une manière d'imposer ce qu'on n'a pas réussi à négocier. Rien de plus, rien de moins. La guerre n'est pas une vengeance, ni une punition, ni un déluge moral. C'est un outil froid, coûteux, dangereux, qu'on utilise uniquement quand on sait exactement ce qu'on veut en tirer. Et c'est là que beaucoup de dirigeants, même aujourd'hui, même entourés de conseillers, même à la tête d'appareils militaires gigantesques, continuent de se tromper. Parce qu'ils entrent dans un conflit avec de l'émotion, avec des symboles, avec des slogans, mais sans objectif clair. Sans plan de sortie, sans projection diplomatique. Et donc, sans issue. Une guerre bien menée, ce n'est pas celle où tu t'imposes par la force, c'est celle où tu arrives à la table des négociations dans une position suffisamment dominante pour imposer tes conditions, sécuriser tes intérêts et verrouiller le rapport de force pour les années à venir. C'est ça, la vraie victoire. Pas la destruction, pas les images spectaculaires, mais un traité signé, des concessions obtenues, des engagements pris sous pression. Et cette pression-là, tu ne la gardes pas éternellement. Tu peux avoir l'avantage diplomatique ou militaire aujourd'hui, mais si tu ne transformes pas cet avantage en gain politique concret, alors tu gaspilles ta supériorité. Tu la dilapides.
tu la rends inutile. Parce que les rapports de force ne durent jamais. Ils tournent, ils basculent, ils s'inversent parfois en quelques années. Regardez Israël aujourd'hui. Supériorité totale sur Gaza, supériorité technologique, stratégique, militaire, financière, diplomatique. Et pourtant, aucune ligne d'arrivée, aucun objectif clair. Aucune transformation de cette supériorité en solution durable. On frappe, on détruit, on communique, mais on ne conclut rien. On fait la guerre sans projet, on punit sans négocier. Et résultat, l'opinion internationale se retourne, les soutiens s'effritent, l'image se dégrade. La victoire militaire devient une défaite politique. Non pas parce que l'adversaire est plus fort, mais parce qu'on a oublié à quoi sert une guerre, parce qu'on a confondu force et rage et qu'on a préféré frapper encore, plutôt que verrouiller ce qu'on avait déjà gagné. Faire la guerre, c'est ouvrir une porte, mais l'objectif, ce n'est pas d'habiter l'entrée, c'est de traverser et de refermer derrière soi. Fermer une guerre, c'est conclure un accord, c'est faire accepter à l'adversaire qu'il a perdu, c'est lui imposer non pas l'humiliation, mais la reddition politique. Et pour ça, il faut penser et pas haïr, il faut négocier et pas se venger. Quand tu es en position de force, tu n'as qu'une seule mission, une seule responsabilité, un seul devoir, conclure. Tu dois utiliser ce rapport de force, cette domination passagère, cette supériorité militaire ou diplomatique que tu as réussi à construire pour obtenir quelque chose de clair, de net, de concret, quelque chose que tu peux verrouiller, faire signer, inscrire dans l'histoire, parce que rien ne te garantit que tu seras encore dans cette position demain. Les équilibres changent, les alliances se tournent, les armes circulent, les budgets se renversent, l'économie fatigue, la démographie pèse, et ce qui te semblait inattaquable aujourd'hui peut devenir vulnérable dans 10 ans, dans 5 ans, parfois même dans 6 mois, parce que c'est ça la réalité du pouvoir. Tout bouge, tout se négocie, tout se perd si tu n'en fais rien. Tu ne peux pas te contenter d'être fort. Tu dois agir pendant que tu l'es encore. Parce que si tu attends trop, si tu continues à frapper juste pour frapper, à punir pour punir, à dominer sans jamais formaliser ta domination, alors tu transformes ta victoire en routine. Tu l'épuises, tu la rends insupportable pour tes alliés et tu donnes à ton adversaire tout le temps dont il a besoin pour se réorganiser, se renforcer, se victimiser et revenir avec plus de rage, plus de soutien, plus d'audace. Une supériorité, ça s'utilise ou ça se retourne, il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu en profites pour imposer ce que tu veux, soit tu regardes cette fenêtre se refermer jusqu'au jour où c'est toi qui seras acculé, toi qui supplieras de signer, toi qui regretteras de ne pas avoir conclu quand c'était possible. Et ce moment-là, il arrive toujours plus vite qu'on le pense, parce que ceux qui dominent trop longtemps finissent par croire qu'ils dominent par nature, qu'ils sont invincibles, que le monde ne peut pas tourner sans eux, ils tombent dans l'arrogance. Ils confondent puissance et éternité, alors qu'en réalité, ils vivent sur une corde, sur un équilibre fragile, sur une illusion temporaire qu'ils auraient pu verrouiller par un accord, mais qu'ils ont préféré gaspiller dans des démonstrations de force sans finalité. Alors oui, parfois il faut frapper fort, parfois il faut entrer en guerre, mais seulement si tu sais exactement ce que tu veux en sortir. Parce que sinon tu seras juste un adolescent surexcité, qui tape plus fort que les autres, mais qui n'obtient rien, qui ne construit rien, qui ne sécurise rien, et qui finira seul, isolé, à te battre encore alors que le monde a déjà tourné la page. Un État n'est pas là pour flatter la foule. Il n'est pas là pour imiter l'émotion populaire, ni pour servir les fantasmes de domination que certaines périodes de guerre ou de crise peuvent réveiller. Il est là pour protéger, anticiper, équilibrer et décider. Pas pour rejouer les discours de stade. Pas pour offrir des humiliations en direct parce que la base veut du sang, des images, des symboles. Et pourtant, dans beaucoup de conflits, cette pression de la rue, cette agitation médiatique, cette obsession de l'écrasement total finit par contaminer ceux qui gouvernent. Même ceux qui savent que le rapport de force, aussi favorable soit-il, reste fragile, reste réversible, reste conditionné par des variables très concrètes qui ne disparaissent pas simplement parce que l'opinion publique veut croire que tout est plié. Parce que oui, il y a des moments où ton adversaire est à genoux. Il est isolé, discrédité, sous pression, tu gagnes du terrain, tu gagnes en influence, tu gagnes en image. Mais derrière cette façade, il reste une armée moderne, bien équipée, qui dépense des dizaines de milliards chaque année. Il reste des réserves énergétiques énormes, du gaz, du pétrole, une profondeur stratégique presque continentale, des alliances résiduelles, parfois même une milice ou un appareil clandestin capable de frapper sans prévenir. Et là, si tu penses comme la plèbe, tu crois que c'est le moment de tout écraser, de tout imposer, de l'humilier jusqu'à la dernière virgule. Mais si tu penses comme un État, tu sais que même blessé, même acculé, ce genre d'adversaire peut encore te nuire lourdement. Il peut miner ta stabilité intérieure, saboter ton économie, tendre des embuscades géopolitiques, alimenter des récits toxiques, te harceler pendant des années jusqu'à t'user à petit feu. C'est pour ça que le rôle de l'État, c'est de voir au-delà du moment. De ne pas confondre la chaleur de la victoire apparente avec la solidité d'une victoire réelle. D'analyser la globalité du rapport de force, pas juste sa phase actuelle. De savoir que le momentum, c'est une photo, mais que la puissance, elle, se mesure à ce qui reste une fois que la caméra s'éteint.
La foule, elle, supporte son pays comme on supporte un club de foot. Il suffit de dire qu'on est les plus forts, qu'on va les écraser, qu'on n'a peur de rien, pour être applaudi, félicité et célébré. Mais celui qui ose dire qu'en face, malgré la défaite apparente, il reste des moyens de nuisance considérables, qu'il faut négocier froidement, qu'il faut préserver l'image de l'ennemi pour mieux le faire plier, sans relancer un cycle de haine, celui-là sera traité de traître, de lâche, de vendu. Les États qui durent sont ceux qui concluent au bon moment. Ceux qui imposent leur feuille de route tout en préservant l'image minimale qui permet à l'autre de signer. Pas pour être gentil, pas par naïveté, mais parce que le rapport de force l'exige. Parce que dans le monde réel, la victoire totale, celle où l'autre disparaît, où tout est réglé par la force, n'existe pratiquement jamais. La réalité, c'est que, même quand tu domines, tu dois composer. Et parfois, pour atteindre tes objectifs, tu dois laisser à l'autre une sortie digne. Même si l'adversaire saura que c'est une défaite maquillée, même si tout le monde verra qui a gagné. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de satisfaire la foule, mais c'est d'atteindre tes objectifs. L'histoire est pleine de moments où un simple choix, un simple refus, un simple excès d'orgueil a changé le destin d'un continent. Et l'un des exemples les plus frappants, c'est celui d'Antioche, pendant la première croisade. En 1098, les croisés venaient de tout perdre. Affamés, épuisés, encerclés. Ils n'avaient plus de vivres, plus d'alliés, plus de force. Ils étaient piégés dans une forteresse loin de chez eux, au cœur d'un territoire ennemi, encerclés par des dizaines de milliers de soldats musulmans bien nourris, bien organisés, bien supérieurs en nombre. Stratégiquement, la messe était dite. Leur cause était perdue. Et eux-mêmes le savaient. Ils n'attendaient plus la victoire. Ils attendaient la mort. Alors, dans un dernier sursaut, ils proposent un sauf-conduit. Laissez-les partir. Laissez-les rentrer en Europe, ils ne reviendront plus jamais. L'humiliation était complète, la menace disparue, l'occasion parfaite de solder le dossier sans perte, sans bataille inutile, sans héroïsation de l'ennemi. Mais en face, l'émir Kirbouga refuse. Par fierté, par orgueil, par haine. Parce que l'idée même de laisser repartir les croisés alors que les humilier paraissait si facile lui était insupportable. Il ne voulait pas conclure, il voulait punir. Et c'est là que tout a basculé. Acculés, condamnés, les croisés se sont transformés. Ils n'avaient plus rien à perdre. Ils sont devenus fous, galvanisés par l'idée qu'ils allaient mourir, mais qu'ils pouvaient encore en emporter quelques-uns avec eux. Ils se sont battus comme des damnés, avec l'énergie du désespoir, avec la rage des mourants, et ils ont retourné la bataille. Non seulement ils ont survécu, non seulement ils ont vaincu, mais quelques semaines plus tard, ils ont conquis Jérusalem. Et pendant 2 siècles, des États latins ont occupé la Terre Sainte, enracinés au cœur du monde musulman, comme une plaie qu'on aurait pu éviter, comme une occupation qu'on aurait pu empêcher. Tout ça parce qu'au lieu de conclure, on a voulu punir. Parce qu'au lieu de penser en stratège, on a pensé comme une foule. Parce que le sentiment a pris le pas sur l'intérêt. Et le résultat, c'est que l'histoire n'a pas retenu l'honneur, elle a retenu la défaite. On a là l'exemple parfait de ce que peut amener une décision fondée sur l'arrogance et la volonté d'humilier son adversaire. Là où un grand stratège aurait raisonné froidement et calmement. Sun Tzu, il y a des millénaires, avait déjà tout compris. Il ne parlait pas d'émotion, pas de vengeance, pas d'honneur, il parlait d'efficacité, de victoire réelle. Et selon lui, il y a une règle simple, ne jamais acculer complètement l'ennemi. Parce qu'un ennemi sans issue devient dangereux. Il n'a plus rien à perdre, il combat avec la rage du désespoir. Et cette rage-là peut tout faire basculer. Même si tu domines, même si tu es en position de force, le pousser à bout, l'humilier, l'enfermer sans échappatoire, c'est risquer de réveiller en lui quelque chose de plus fort que la peur. La fureur. Alors il faut toujours laisser une échappatoire, une issue, même symbolique. Pas pour l'épargner, mais pour casser sa volonté. Pour semer la confusion. Parce que dès que certains voient une sortie, ils préfèrent fuir que mourir. Et tu peux gagner la guerre avant même qu'elle soit finie. C'est ça, l'avantage psychologique. Ce n'est pas de terroriser l'ennemi, c'est de lui faire croire qu'il peut encore fuir. Et pendant qu'il y pense, il hésite, il doute, il recule. Il n'est plus un danger. Il devient une variable que tu peux contrôler. Et au fond, c'est ça la vraie stratégie de victoire. Ce n'est pas d'écraser, c'est de gagner avec le minimum de pertes, le minimum de chaos, le maximum de résultats. Laisser une porte ouverte, c'est parfois la manière la plus rapide de faire sortir ton adversaire du jeu, sans qu'il t'entraîne avec lui dans sa chute. Bien évidemment, tout ce que je viens de développer ici ne s'adresse pas à tout le monde. Ces principes ne concernent pas la foule, ni ceux qui regardent la guerre comme un match de foot, ni ceux qui veulent qu'on gagne bruyamment, spectaculairement, émotionnellement. Ces principes s'appliquent uniquement aux dirigeants, à ceux qui décident, à ceux qui gouvernent. La plèbe, elle, est dispensée de ce genre de raisonnement. Et c'est normal, elle est faite pour réagir, pour s'enflammer, pour aimer ou pour détester. C'est dans sa nature, c'est même sa fonction. Mais un chef d'État n'a pas ce luxe. Un diplomate, un stratège, un militaire au sommet n'a pas le droit de penser comme un supporter. Il doit penser comme un joueur d'échecs. Et parfois, ça implique de signer avec celui que tu combats. Parce que la victoire, la vraie, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu obtiens.
Personnellement, je pourrais faire l'inverse. Je pourrais produire des vidéos qui flattent l'ego national, qui diraient que le Maroc est le meilleur pays du monde, que nous allons tout écraser, que nous avons toujours raison, que personne ne peut nous arrêter. Ce genre de contenu fonctionne, je ferai beaucoup de vues, tout le monde m'applaudirait et serait content. Mais tout ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne, c'est d'apporter un regard personnel, lucide, froid, pragmatique et honnête sur les dynamiques géopolitiques, pas pour plaire ou pour provoquer, mais pour penser. Et je sais que ce regard ne parlera pas à tout le monde. Et c'est normal, chacun a sa sensibilité, ses attentes, sa manière de voir les choses. Certains préfèrent l'enthousiasme, d'autres la nuance. Ici, j'ai choisi une voie plus analytique, plus directe, parfois plus dure, mais toujours sincère. Et si ce ton vous parle, tant mieux. Sinon, il existe d'autres formats, d'autres approches, d'autres discours. Chacun son style. Moi, je garde le mien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui me soutiennent, qui s'abonnent, qui partagent. On continue le travail, tranquillement, sérieusement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et à très vite pour la suite. Prenez soin de vous.